Du coup, on passe sur YouTube. Ok, j'attends peut-être 13h03 pour parler et pour lancer, D'accord, très bien. que les gens se connectent. Ouais. Du coup, ça y est, on va passer maintenant au mode webinaire. Elle est 13h et à tout à l'heure. Parfait, on attend tout le monde et on démarre. Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence ce webinaire. Donc je suis Philippe Viexorek, je suis directeur innovation au sein du pôle Minalogique. Je suis désolé de ne pas avoir de caméra, mais j'ai des problèmes de connectivité en étant en télétravail. Donc désolé pour ça, je resterai en écran noir et je ne serai qu'une voix aujourd'hui. Donc voilà. Bienvenue à tous pour ce webinaire MIAI sur les éclairages industriels de l'intelligence artificielle. Donc, c'est la 3e saison qu'on co-organise ces webinaires avec MIAI. Les saisons précédentes, on a plutôt traité des sujets techniques, d'abord des sujets de vulgarisation, puis des sujets un peu plus techniques. Et sur cette année, effectivement, on traite plutôt des cas d'utilisation, des cas d'usage. Et on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Antoine de Decker, qui est dirigeant et fondateur de la société Inceptive, qui effectivement va nous parler un peu de l'utilisation qu'il propose à ses clients de l'intelligence artificielle, notamment autour de robots conversationnels. Et donc, ça nous a semblé pertinent, avec tout le buzz qui se passe autour des chats GPT et autres IA génératives, de donner un éclairage sur ce côté, effectivement, dialogue avec une machine. Antoine, si tu veux te présenter puis démarrer la présentation. Bien On sûr. prendra des questions. Donc, il y a un onglet, pardon Antoine, dans l'interface de Zoom, il y a un onglet questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser les questions au fil de la présentation d'Antoine. Et puis, on répondra à ces questions en fin de présentation. Merci beaucoup. Bon webinaire. Merci beaucoup, Philippe, pour cette introduction. Merci au MIAI et à Minalogic de m'avoir demandé de parler un petit peu de nos activités d'intelligence artificielle surtout.
c'est une belle opportunité et voilà, je suis assez fier d'être là avec vous aujourd'hui et j'espère qu'il y aura des questions. Il ne faut pas hésiter à en poser. Philippe sera votre porte-parole après ma courte présentation de quelques thématiques, en tout cas, qui m'a semblé intéressante de vous évoquer aujourd'hui. Je vais rapidement, il faut que j'arrive à passer. Voilà, donc ma présentation est assez simple. Je vais présenter Inceptive, ce qu'on fait, d'où je parle, qui je suis. Et ensuite, je vais axer mes présentations autour de 3 sujets qui sont, comme l'évoquait Philippe, les agents conversationnels. Alors, des choses beaucoup plus simples et puis moins à la mode que ChatGPT et les grands modèles d'IA génératifs de texte. Mais c'est un sujet qu'on pourra évoquer en questions-réponses après ou pendant. Il ne faut pas hésiter à me couper. On a travaillé, c'est nos premiers sujets, c'est de la prédiction pour le secteur immobilier, enfin de la prédiction de vente et puis de location de biens immobiliers. C'était quelque chose qui était intéressant. Et puis ensuite, on a une expérience, on a accompagné 4-5 sociétés dans le support, dans les services support, donc pour l'IT, des services informatiques et télécommunications, et puis pour des services de support client, de services après-vente de clients. Donc rapidement, moi je vais me présenter, je suis Antoine Decker, je suis le directeur cofondateur d'Inceptive. Nous sommes fondés à Grenoble fin 2017 avec 4 jeunes ingénieurs de l'ENSIMAG et une investisseur, Corinne Robois, qui nous suit au long terme dans cette aventure entrepreneuriale. On a 2 activités principales, la création de modèles de machine learning sur mesure basés sur les technologies de nos clients. Alors pour ça, on a un outil interne qui s'appelle Igloo, qui est notre plateforme d'IA, qui nous permet de capter les données, qui nous permet de créer les IA et puis de les industrialiser. J'en bafouille, excusez-moi. Et puis nous avons une plateforme de chatbot qui s'appelle RoboFabrica. Ça, c'est une plateforme SaaS qui nous permet de faire des chatbots, des agents conversationnels. On a la prétention et on espère pouvoir accompagner nos clients sur toute la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Ça va de la culturation à l'intelligence artificielle, identification des besoins potentiels, exploration des données. On a un statut d'expert data IA pour la BPI qui nous permet de faire bénéficier de tarifs avantageux sur tout ce qui est création de feuilles de route, de diagnostic data IA. Et puis ensuite, on va développer des modèles d'IA, on va les valider avec les clients. On a une compétence en industrialisation pour les intégrer au mieux et on va l'évoquer dans les cas d'usage que je vais vous présenter au sein des systèmes d'information de nos clients. Et ensuite, il y a tout un travail de suivi, de maintenance et d'optimisation, de mesure des performances des modèles d'IA. Je ne vais pas ici réexpliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle. Si vous êtes là, c'est que j'imagine que vous avez une petite idée. Il y a eu les nombreux webinaires dès la première saison qui étaient très complets. Si vous avez des questions, ça revient, je pourrais revenir sur ça, mais ce n'est pas le but de la présentation. Donc, nos activités sont la création donc, de modèles de machine learning, donc les 2 grands usages, les 2 grands cas d'usage, si on doit vraiment classer les choses dans les possibilités de ces technologies-là, c'est la prédiction d'informations et la classification d'informations, que ce soit des images, des textes, des sons, enfin tout type d'informations qui sont numériques. Et on a pour ça, chez Inceptive, on a une caractéristique, c'est qu'on aime bien tout ce qui est souveraineté des données, respect des données. Et on a fait le choix en 2017 de développer nos plateformes, nos outils. Donc, on a une plateforme applicative qui s'appelle Igloo. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'était pour un projet de financement. Ça s'appelait Inceptive Global Learning Optimisation. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça fait un joli logo. Et pour simplifier les choses, c'est 3 applications qui fonctionnent les unes avec les autres. On a une partie qui s'appelle Inceptive Studio, qui est notre outil qui nous permet de raffiner la donnée, d'étiqueter les données, de travailler sur sa qualité. On a des fonctions de data mining, de fouille de données. On a une partie qui nous permet de créer des modèles, ce qu'on appelle le moteur de machine learning, qui nous permet de créer en fonction des technologies qu'on va choisir les modèles pour les clients. Et puis ensuite, ce modèle-là, il est servi par Inceptive Server qui permet soit de le stocker chez nous, sur nos infrastructures, avec des jeux d'API qui permettent d'accéder à son modèle de prédiction, par exemple, soit chez le client. Voilà, en on-premise. Donc, voilà un petit peu l'application Igloo, qui est une application qui nous est propre, en fait, qui est uniquement utilisée par nos collaborateurs. Et nous sommes une dizaine aujourd'hui. On a 9 salariés et il y a 10-12 personnes qui gravitent autour d'Inceptive. Et puis, on a une plateforme qui s'appelle RoboFabrica, qui est un SaaS que nos clients peuvent utiliser s'ils le souhaitent. Après formation, ils peuvent l'utiliser, qui est une plateforme de création d'agents conversationnels, de chatbots. Alors, ce sont des chatbots qui sont beaucoup plus simples que ce qu'on peut voir aujourd'hui avec ces IA génératives qu'évoquait Philippe, du type ChatGPT ou les modèles Llama qui ont été mis à disposition par Meta récemment, qui sont des choses absolument passionnantes.
On fait des choses qui sont beaucoup plus simples. On a des chatbots qui vont identifier, qui doivent comprendre en fonction de ce que leur disent les utilisateurs finaux des chatbots, les entités. Quelle est l'intention, pardon, je bafouille décidément, je suis ému d'être avec vous aujourd'hui. Comprendre quelle est l'intention de la personne. Est-ce qu'elle veut prendre un rendez-vous? Est-ce qu'elle veut réserver un restaurant? Est-ce qu'elle veut avoir une information sur un type de produit? Et puis ensuite, on va essayer de trouver quelles sont les entités qui vont aider à répondre à la question. Si je veux prendre un rendez-vous, avec qui et quand, ça peut m'aider pour vérifier dans un agenda si jamais la personne est disponible. Si je veux des renseignements sur un produit, est-ce que c'est une robe? Est-ce que c'est un pantalon? Est-ce que c'est un voyage? Donc, ça va être toutes les entités qui vont définir l'intention. Donc, nos chatbots aujourd'hui, ils sont très scriptés, très guidés, ils sont très spécifiques, du coup, ils ne disent pas trop de bêtises, c'est ce que nos clients veulent à tout prix. Et donc, le jeu, c'est d'avoir isolé et identifié les questions en amont, d'avoir des outils pour détecter la question quand elle arrive et d'apporter la réponse la plus personnalisée possible en fonction du contexte. Voilà. Et ça ne nous empêche pas de travailler forcément sur les LLM, les grands modèles de langage, qui nous prennent un peu de temps en ce moment. Il y a des choses absolument prodigieuses qui vont arriver. Enfin, on a l'impression, j'en parlais hier avec un de mes associés, qu'on est dans un train, on est en même temps dans un train qui avance très vite avec énormément de choses qui avancent tous les jours, et c'est des sujets qui sont très intéressants. Donc, il y a 3 sujets que je vais essayer d'évoquer avec vous concernant les retours d'expérience. Le premier, c'est par rapport aux agents conversationnels dans la fonction publique. Il manque un mot dans mon titre. On a la chance d'accompagner plusieurs administrations. On a travaillé avec l'INPI, qui était un de nos clients de référence, le ministère de la Santé, avec le Centre national de gestion des hospitaliers, c'est les DRH des médecins dans les hôpitaux, des directeurs d'hôpitaux, quelques collectivités locales. Et je l'évoquais tout à l'heure en préambule avec Snejana qui nous accompagne aujourd'hui. On vient de signer un contrat avec l'Université Grenoble-Alpes pour mettre en place un agent conversationnel pour la DSI. C'est un projet qui est super intéressant. Il y a plusieurs problématiques, plusieurs choses qui reviennent, en fait, qui sont un peu récurrentes dans un projet d'agent conversationnel. Au début, on avait une approche un peu simpliste de dire, nous, on va proposer un SaaS, une application mobile en ligne, une application en ligne, pardon, et les clients vont eux-mêmes pouvoir générer leur chatbot, parce que finalement, faire un chatbot, tout le monde sait le faire. Nous-mêmes, nous ne savions pas faire de chatbot. Donc, on a mis en place les outils, on a des outils de création de scénarios, on a toute une série de technologies pour justement comprendre le langage des personnes. Et on s'est rendu compte que nous-mêmes, nous ne savions pas faire de chatbot, nos clients non plus. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment un service dédié à ça, à la création d'agents conversationnels. Donc, le vrai premier problème, c'est que nos clients nous disent oui, on a plein de données conversationnelles, on sait ce que veulent nos clients. Et en fait, dans la réalité, non. Nos clients ont des visions qui sont souvent fausses, souvent incomplètes des véritables questions que posent les clients. Pour une collectivité locale, pour une mairie, il arrive que les décideurs soient un peu à côté de la plaque par rapport à ça. Et puis ensuite, quand on crée donc un chatbot, on a besoin d'avoir un jeu d'entraînement pour entraîner un modèle de compréhension du langage pour comprendre les questions et trouver quelles sont les intentions que j'évoquais tout à l'heure. Donc, les clients nous disent, on en a plein. Alors, c'est pas vrai, ils n'ont pas de conversation, ils ont souvent des mails, ils ont souvent des notes dans des logiciels de suivi de tickets. Ils ont relativement peu de données, de vraies conversations, parce qu'ils n'ont pas de chatbot, ils n'ont pas de live chat, vous savez, sur les interfaces où un humain peut discuter avec un autre humain via une fenêtre de discussion, une fenêtre de chat. Donc, le gros biais ce qui nous est arrivé assez rapidement, c'est que nos clients nous ont dit, attendez, on va vous les générer les questions, parce que nous, on les connaît, on va vous faire des fausses discussions, des fausses questions. Donc, les spécialistes métiers de nos clients sont mis à générer automatiquement manuellement des phrases de questions-réponses qui ont été rentrées donc, dans nos systèmes de compréhension du langage. Et en fait, notre chatbot, il marchait bien, mais il était juste en capacité de répondre à un spécialiste du métier, pas comme un véritable usager d'un service public. Par exemple, quelqu'un qui va, en fin de journée, avant d'aller se coucher, chercher des informations pour savoir quels sont les éléments pour avoir un passeport. C'est un grand classique du chatbot pour les collectivités. Va s'exprimer différemment d'un agent d'état civil qui, lui, va avoir un langage très technique est très spécifique par rapport à son métier qu'il connaît par cœur. Il va parler exactement de la même façon d'un type d'identité, certains diront CNI. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important entre la perception qu'on a de son métier et l'expertise qu'on a de son métier.
versus les usagers d'un service public notamment. Ça a été quelque chose qui a été assez intéressant à évoquer, qu'on a vu dès le début de nos premiers projets. Donc, on a dû faire évoluer nos technologies de NLP et mettre en place, avant la collecte de données par des vrais utilisateurs, mettre en place des choses très simples, des modèles de langage extrêmement simples, avec vraiment des mots-clés, des synonymes, des positions, de mots dans la phrase. Pas du tout de modèle de langage, pas du tout de tout petits réseaux de neurones, des choses vraiment beaucoup plus simples qui permettaient de justement collecter des phrases issues de la vraie vie, de la vraie audience d'un chatbot. Ensuite, il y a une chose qui était super intéressante, c'était que les gens que le chatbot vienne épauler, ce sont donc des gens de services divers et variés. On va rester dans la mairie. Ça peut être des gens de services état civil, ça peut être des personnes du service des sports, ça peut être de l'accueil pour avoir des horaires, pour prendre des rendez-vous, des choses comme ça. Et ce sont des personnes qui ont accès à des logiciels informatiques. Donc, ce sont des humains qui vont se connecter avec des interfaces classiques, généralement un PC, pour pouvoir aller rentrer une information dans un système d'information. Et de l'autre côté, il y a souvent les gens du service informatique, les gens de l'IT, comme on dit, qui, eux, ont une vision beaucoup plus utilitaire dans l'informatique, qui connaissent les API, qui savent comment fonctionne le moteur du système de l'information, mais qui n'ont pas forcément l'usage réel du métier. Et il nous est arrivé dans ces réunions-là de découvrir que la DSI n'avait pas une maîtrise parfaite de comment les outils étaient utilisés, et les services métiers n'avaient pas connaissance de certaines possibilités en fait, du service d'information. Et on s'est retrouvés, en fait, nous, entre les deux camps, pour dire la chose un peu trivialement, d'un côté les métiers et d'un côté l'informatique, en disant, mais en fait, vous faites le même métier, vous travaillez ensemble, mais vous n'avez pas le même langage et vous n'avez pas la même vision de l'outil informatique, une vision utilisateur et une vision plutôt développeuse de la solution. Donc, on s'est très souvent retrouvé en cours d'atelier de création d'agents conversationnels à faire de l'intermédiation, à vérifier ce que nous disait le service métier avec la DSI, à donner des informations au service métier parce qu'il y a un clivage assez important entre les ressources et les services métiers. Et ça, on l'a vu pas uniquement dans la fonction publique, on a aussi des clients privés. On l'a vu, c'est des choses qui sont assez classiques. Et puis, il y a une question sociale quand on met en place un agent conversationnel, et ça, on l'a vu dans beaucoup d'organisations, où on a des vraies questions légitimes sur l'automatisation de ce que va faire le chatbot. Alors, dans les mairies, c'est simple. Nous, on a eu des réunions avec des agents d'accueil qui nous disent, nous, notre travail, il est humain, on discute avec les personnes, on ne veut pas être remplacé par un robot, on ne veut pas qu'un robot fasse notre travail d'humain. Donc, notre rôle, effectivement, c'est d'accompagner. Alors, la conduite du changement, l'accompagnement au changement, c'est un sujet qui est politique, c'est un sujet qui peut être utilisé un peu comme on veut, mais il y a un vrai accompagnement à faire pour faire comprendre la technologie. Et un chatbot, c'est des choses qui sont explicables pour la plupart d'un dispositif d'agent conversationnel. Et donc, on prévoit aujourd'hui de temps, plusieurs séances, en fait, pour montrer la technologie, comment est fabriqué l'agent conversationnel, comment il fonctionne, comment il est alimenté. Ce n'est pas quelque chose qui apprend tout seul. Alors, je ne parle pas de ChatGPT et de ces grands modèles de langage, mais voilà, c'est des choses qui sont extrêmement limitées. Nos chatbots sont très limités à ce qu'on leur demande d'identifier comme question et les réponses qu'on leur donne. Et généralement, les réponses, ce sont à ces agents d'accueil de venir garnir la base de connaissances de nos agents conversationnels. Donc, il y a un vrai temps d'échange qui doit être mis en place pour un projet comme ça, avec des questions sur la transparence. On parle souvent beaucoup d'éthique. Moi, j'aime bien l'éthique, c'est compliqué, c'est un sujet quasi philosophique. À notre niveau, on peut parler de transparence, on peut montrer des choses, on peut expliquer des choses, et en général, ça permet de faire accepter la mise en place d'une solution comme ça. Voilà pour la partie agent conversationnel. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ensuite, on a eu avec Inceptive assez rapidement une expérience dans un des premiers algorithmes, en fait, une des premières familles d'algorithmes qu'on a mis en place pour prédictif. Donc ça, ce n'est pas des agents conversationnels, c'est des modèles d'intelligence artificielle. C'était pour prédire des informations dans le domaine de l'immobilier. Donc, c'était un réseau d'agents immobiliers. On est sous NDA, je ne peux pas vous dire qui ils sont, mais ils avaient deux problématiques. Le premier, c'était de prédire les valeurs de location et de vente d'un bien immobilier, combien peut se vendre cet appartement, combien on peut louer par mois. Et ensuite, ils voulaient qu'on travaille sur la saisonnalité du prix. Est-ce que j'ai intérêt à attendre? Est-ce que ce bien immobilier, je ne vais pas le vendre un peu plus cher en attendant 3 mois? Ou est-ce que je ne vais pas louer plus cher en attendant quelques mois?
C'était des questions que nous posait ce réseau. Donc, ils nous ont mis à disposition le jeu de données d'une trentaine d'agences. Donc, il y avait sur 3 ans la description des biens immobiliers et la description et le prix de vente quand il était vendu et le prix de location quand il était loué. Donc, le premier accueil qu'on a eu, on avait donc des données qui venaient de plusieurs organisations qui étaient affiliées au même organisme et on avait donc des données qui étaient parcellaires. Il y avait des agences immobilières qui ne remplissaient pas c'était la même base de données, mais elles n'étaient pas remplies de la même façon. Il y avait des données qui étaient très, très parcellaires. Donc, on a une problématique pour travailler avec eux, pour rendre certains champs obligatoires, pour qu'on puisse un petit peu nous aider dans la collecte des données. Ensuite, on a eu des premiers résultats qui étaient intéressants, puisqu'on était, de mémoire, j'ai retrouvé les données, on était à plus ou moins 50 € pour la location d'un bien immobilier. On ciblait tout le temps avec un écart en fonction de la rareté du bien. On était entre 20 et 50 €. Notre marge d'erreur, c'était ça. C'était déjà une valeur qui était utile pour les directeurs d'agence. C'était déjà un premier outil. L'idée, c'était qu'ils rentraient le bien dans leur système informatique. Et en le validant, ça envoyait la définition du bien sur notre infrastructure. Et nous, on leur envoyait une estimation de loyer ou de prix. Ça avait déjà une valeur, mais on a souhaité améliorer ce modèle-là. Et on a ajouté des données, notamment des données publiques, qui sont des données de l'INSEE. Ce sont les IRIS. Les IRIS sont des données socio-économiques, quartier par quartier, dans lequel il va y avoir est-ce qu'il y a une école, il y a une question de pyramide d'âge, par qui est habité, par quelle classe d'âge est habité le quartier, est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des transports en commun, quelles sont les installations qu'il y a dans le quartier. Et on a pu abaisser l'erreur et la cibler entre 15 et 20 €, la marge d'erreur de location qui était la plus précise. C'est des chiffres par rapport à la location, ce n'est pas par rapport à la vente, les 20 €. Donc, c'était quelque chose qui a été très apprécié puisqu'on a réussi à cibler beaucoup plus précisément les prix cibles qu'on nous avait donnés. Et puis, on a pu travailler sur une saisonnalité de location. Alors, on a découvert des choses qui sont assez classiques. Effectivement, les appartements d'étudiants, ils sont plus vendus à une époque qu'à une autre. Et donc, il y a plus de fluidité à un moment donné sur le marché. Donc, les prix sont différents que quand on se retrouve en plein hiver pour ce type de bien-là. Voilà, c'est des choses qu'on a pu voir. Il y a eu quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on est étonné qu'on avait eu 3 ans de données, on a pu travailler sur une perte d'efficacité à partir de quand le modèle perdait en efficacité, à partir de quel moment les données sur lesquelles il avait été entraîné ne reflétaient plus la réalité. Alors nous, on s'était basé sur 1 an et demi. C'est ce qu'on avait mis en place avec le client. On avait trouvé qu'au bout d'1 an et demi, on avait des petites pertes qui étaient significatives sur le modèle. C'était avant le Covid et le Covid a complètement rebattu les cartes. Donc, on a dû refaire un entraînement 6 mois après le Covid, encore 6 mois, encore 1 an après, parce qu'on s'est rendu compte que les choses avaient changé par rapport notamment aux saisonnalités de vente et de location de biens immobiliers. Et puis là aussi, on a rencontré la crainte de salariés d'agences immobilières, de négociants, d'agents immobiliers tout simplement, qui nous ont dit mais l'évaluation, c'est nous qui connaissons le marché, il y a plein de choses qu'il n'y a pas dans le jeu de données, c'était le résultat, c'était vrai, que vous ne voyez pas quand on rentre un bien immobilier. Et c'est vrai que dans cette base de données qui était parcellaire, qui n'était pas équilibré, il reste beaucoup de choses qui ne peuvent pas être mises en base de données. Et il a fallu qu'on leur explique comment fonctionner. Donc, on a fait un atelier avec eux, on a fait une réunion, on leur a montré les données, ce qui était rentré, on a réussi à leur montrer quelles étaient les données qui pour nous étaient le plus significatives, ce que le modèle voyait le plus significatif. On a réussi à expliquer un peu, enlever l'effet boîte noire. Et puis, on leur a surtout expliqué que c'était un modèle qui avait besoin d'être régulièrement réentraîné pour ne pas perdre sa connaissance de la réalité. Voilà. Et puis, une dernière chose qui a été très riche, c'est que ce réseau d'agents immobiliers travaille avec les collectivités, avec la mairie notamment de cette agglomération, et avec la préfecture qui ont des questions d'encadrement des loyers et ils ont des observatoires des prix de l'immobilier dans la région. Ça existe dans toutes les régions, dans tous les départements. Et ils étaient très intéressés par le fait que faire varier en données d'entrée ces données publiques, est-ce qu'il y a une école, est-ce qu'il y a des transports en commun, et ils se sont dit, alors c'est des choses qui ont été un peu, c'est très long quand on travaille sur ces sujets-là, notamment avec des préfectures,
qui seraient intéressés par faire des simulations, puisque les mairies, ils ont des plans d'occupation des sols, ils savent comment le tissu urbain va évoluer, ils ont des plans de ce qu'on va mettre, une ligne de métro ici, est-ce qu'on va mettre des transports en commun, quelle est la future école qui va être posée, qui va être créée, dans quel quartier. Ils sont très intéressés par ça en se disant, on pourrait comme ça faire de la prédiction sur l'évolution des loyers et travailler sur tout ce qui va être encadrement de la hausse des loyers, parce que naturellement, il n'y a pas des quartiers qui vont baisser ou qui vont augmenter par rapport au tissu urbain, tout simplement. Donc voilà, c'était des choses qui étaient intéressantes, toujours ces problèmes de crainte et ces problèmes de qualité de données. Dernier petit retour d'expérience, on a chez Inceptive construit on existe depuis 5 ans et demi bientôt, on a accompagné 4 sociétés et une société de services IT, donc de sociétés qui vendent des services informatiques au sens très large du terme, et on a travailler sur des questions je retrouve mes notes, je bafouille, d'accompagnement pour les services support. Donc, je reviens avant, je perds le fil. Les questions principales qu'on nous pose, c'est prédire le volume de tickets et le type de panne pour pouvoir être capable d'anticiper des stocks de pièces détachées ou pour pouvoir anticiper un besoin en ressources humaines, tout simplement, en technicien. Prédire la durée d'une intervention, c'est quelque chose qui est très important pour la planification de certains de nos clients, de se dire ce ticket de support qui vient d'être saisi par mon service support, on va mettre une demi-heure pour le régler, on n'enverra aucun technicien sur place, ou alors c'est une panne qui va être réglée en 2 jours parce qu'il y a besoin de faire venir des pièces qu'on n'a pas, et puis quand on sera chez le client, il va falloir changer un serveur, il va falloir faire des choses qui sont un peu lourdes. C'est quelque chose qui était important. Et puis aujourd'hui, on a 2 très beaux projets qui sont lancés pour suggérer les solutions en fonction des tickets qui ont été rentrés dans le système d'information du client. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont efficaces, qui fonctionnent chez nos clients, et on a rencontré plusieurs écueils tout le long de nos quelques années d'expérience. D'abord, il y a un vrai problème de formatage de données chez énormément de clients, donc de qualité de données, puisqu'on se retrouve à avoir des clients qui ont dans leur ticket de support informatique une zone texte où les techniciens à la hotline, au service téléphonique, saisissent avec des abréviations qui sont propres à certains services, qui sont propres à certaines personnes, des tickets de support qui ensuite vont être lus par un humain qui, lui, va avoir l'intelligence de la transformer en chose intelligente avec son cerveau et qui va la planifier et qui va la comprendre. Et dès qu'on veut faire ça à un algorithme, il va falloir uniformaliser un petit peu les informations, avoir les mêmes méthodes d'écriture pour nommer les choses, pour pouvoir justement arriver à en trouver de l'information valable. Ensuite, on a des problèmes de mesure de performance de modèles. Et dans ce cas-là, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on connaît la vérité. Typiquement, quand on a un ticket support qui arrive sur le service d'un de nos clients, il va rentrer donc avec un formulaire qui a été un peu amélioré les caractéristiques, c'est quel type de panne, c'est quel type de matériel, depuis quand, voilà, toutes les données structurelles autour de la panne. Et nous, on va faire une prédiction, combien de temps ça dure, combien de temps ça doit durer, est-ce qu'un technicien va aller sur place, est-ce qu'on a une solution que le système trouve tout de suite pour ce genre de ticket. On fait de la similarité de tickets, de la recherche de tickets similaires et donc potentiellement de solutions. Puis ensuite, quand le technicien a fini son travail, il a noté dans son système, ça m'a duré 2 heures, j'ai dû aller chez le client et la solution, elle ne m'a pas été proposée, elle m'a été proposée par le système informatique qui est le nôtre. Et donc, on propose aux clients de faire tous les mois un état des lieux de la mesure de la performance des modèles, parce que dans ce cas-là, il y en a 3 ou 4, en disant, voilà, dans les prédictions, on a été bon dans 95% du temps, on ne s'est pas trompé. Dans 3% du temps, on s'est beaucoup trompé. Alors, pourquoi on s'est trompé? Alors, une fois, c'était un technicien qui avait crevé, la voiture était tombée en panne, donc ça avait créé un important décalage dans la journée pour quelque chose qui aurait dû être très court et chez le client. Donc, il y a vraiment un vrai travail à faire sur la mesure de la performance d'un modèle d'IA. Et c'est quelque chose qu'on essaye de proposer à nos clients. Et puis là aussi, on a des craintes du personnel technique qui avait peur d'être fliqué. Nous, on a vu des gens qui nous ont dit, mais qu'est-ce qui se passe si moi, le système me dit que je dois faire la panne, je dois réparer en 1 heure le souci, la panne chez le client, et que je la fais en 1h30, en 2 heures. Donc, on a dû travailler avec eux, on a dû expliquer comment ces chiffres étaient générés par le système. Et c'est quelque chose que l'entreprise a porté avec nous. Nous, on était là en tant qu'experts techniques pour expliquer qu'il n'y avait pas d'autres
objectifs moins présentables, mais que c'était vraiment pour mieux planifier les interventions chez les clients. Je veux finir sur cette slide que j'ai piqué à quelqu'un, je ne sais plus à qui elle appartient, mais je l'ai vue sur Internet et elle fonctionne bien. Souvent, les gens, dans nos clients au début, quand on travaille avec eux, ils ont une idée assez réductrice de l'IA en disant « j'ai des données, je vais les mettre dans un système d'IA et je vais pouvoir générer de la valeur ». Et les clients ne savent pas forcément comment. Nous, point de vue expert, point de vue développeur de solutions d'IA, on voit les choses de façon un peu plus complexe. Et on a vraiment 3 pôles. Toujours, on a la pôle de la donnée, avec des problématiques de sélection, d'acquisition et de synthèse. Et pour nous, là où l'écueil souvent se pose, c'est au niveau de l'acquisition, soit par sa qualité, pas assez élevée, soit par sa structure, soit par son éclatement dans divers silos. Et il y a un vrai enjeu pour nous et pour le client pour pouvoir récupérer cette donnée-là. Ensuite, dans le bloc du centre, qui correspondait donc à la vision simplifiée de l'IA que nous, on a appelé science de la donnée, parce que le mot IA, il est un peu galvaudé à notre avis. Les gens, en tout cas, projettent beaucoup de fantasmes et de choses qui ne sont pas la réalité. Il y a un vrai enjeu au niveau de ce qui va être la compréhension du jeu de données avec le client. Nous, on est experts en data science. J'ai la chance d'être accompagné par des ingénieurs talentueux avec une grande culture générale et une grande curiosité. Mais à un moment donné, il faut que nos clients nous expliquent leur métier. Et il y a un vrai travail avec eux dans les phases de data mining, de comprendre la valeur des données, leur signification intime et la façon dont elles sont intriquées entre elles. Donc, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Et puis, pour le dernier volet qui est la partie donc, valeur, donc on fait de la valeur quand on industrialise, quand on met le système d'IA au sein du système d'information du client et au sein de ses métiers, on a des vrais enjeux de déploiement, de comment est-ce qu'on rend l'information utile et à quel moment dans la chaîne informationnelle du client. Et puis, on évoquera peut-être dans les questions et les réponses, il y a des vrais enjeux sociétals. ChatGPT, aujourd'hui, on entend énormément de choses sur les évolutions, la façon dont la société va changer et a déjà changé pour certains métiers. Je pense notamment au métier de rédacteur de contenu, avec des lois et des réglementations. Alors, en France et en Europe, il y a le RGPD qui nous impacte et qui nous fait faire des choses, à mon sens, intelligentes. On a beaucoup de travail sur l'anonymisation des données et puis il y a certains types d'algorithmes qu'on ne fabrique pas, qu'on ne crée pas tout simplement. Ça touche l'onglet éthique et transparence. Alors, l'éthique, c'est compliqué, c'est central, c'est important, mais ce n'est pas forcément à nous, entreprises, de présenter ces sujets-là. Par contre, la transparence, pour moi, c'est quelque chose qui est central et qu'on est en capacité de faire vis-à-vis de nos clients, des donneurs d'ordre et au niveau des collaborateurs dans les entreprises. Et puis, il y a des questions de gestion de biais. Est-ce que les données représentent la réalité? Et puis, il y a bien entendu des questions de sécurité liées au RGPD, liées à la souveraineté des données. La souveraineté, ça veut dire mes données ne vont pas chez un concurrent en France ou à l'étranger. Souveraineté aussi juridique. Voilà, c'est des choses qui sont importantes et qui vont mettre des contraintes autour d'un projet d'IA. Voilà, j'espère que je suis à peu près dans les temps. J'espère que c'était intéressant. Philippe, à toi de me dire. Et voilà, pour moi. Merci beaucoup, Antoine. Je te rassure, tu étais parfaitement dans les temps et très clair. Je vous invite à poser des questions dans l'onglet prévu à cet effet dans Zoom. En attendant les premières questions, ça a soulevé effectivement quelques questions chez moi. Et ça tombe bien, ça fait une belle transition avec ta slide, même si je ne l'avais pas vu avant. Ce que je vois dans tous les projets que tu as présentés, il y a toujours une question d'acceptabilité de la technologie en mode, effectivement, je fantasme beaucoup sur l'IA, ça va piquer mon job, etc., etc. Et qu'il y a une grosse partie d'explication à faire. Et puis, l'autre question, donc en fait, l'enjeu de l'IA, c'est de donner confiance. Donc effectivement, ce que je vois, c'est que une fois que tu as expliqué ces choses-là, ça passe mieux. Tu as parlé du RGPD, tu n'as pas parlé du AI Act, c'est des choses que vous anticipez déjà ou pas? C'est des choses qu'on anticipe, c'est des choses alors, qui ne sont pas encore mises en application, si je ne dis pas de bêtises, mais qui sont définies aujourd'hui. On travaille, nous, avec un cabinet juridique qui nous accompagne dans nos process, en fait. Et c'est des choses qui, pour moi, sont centrales dans nos activités. Oui, clairement. Donc, juste pour en dire deux mots, l'AI Act va définir des systèmes d'intelligence artificielle qui seront juste interdits parce que mettant en cause les droits fondamentaux du citoyen à disposer d'eux-mêmes, des citoyens à se disposer d'eux-mêmes, des IA qui sont jugées dangereuses parce qu'effectivement, donc encadrées et soumises à autorisation de mise sur le marché.
Donc, on parle là de toutes les IA qui utilisent l'identification biométrique à des fins diverses et variées. Et après, il y a des IA autorisées et générales qui sont pas soumises à une quelconque autorisation de mise sur le marché. Je pense que la majeure partie des intelligences artificielles que tu as parlé aujourd'hui rentrent dans cette catégorie-là, Antoine? Oui, nous, c'est des choses qui sont tout à fait. On est loin d'identification de personnes, typiquement. On est loin d'applications. C'est des choses qui sont très liées aux entreprises, qui ne sont pas du tout liées aux États. C'est ce que tu veux dire? Oui, complètement. Et typiquement, la seule qui pourrait rentrer dans une IA dangereuse, c'est effectivement le côté prédiction du temps qu'une personne doit mettre pour effectuer sa tâche. Où Oui. effectivement, là, il faudra peut-être documenter et expliquer que ce n'est pas le cas et que voilà. Nous, c'est des choses qui nous touchent. Moi, j'ai des collaborateurs qui sont jeunes, qui sont engagés, on va dire, sociétalement, politiquement, qui ont des opinions, qui sont très à l'attention de ça. Et il nous est arrivé d'avoir des clients qui nous ont demandé des choses qu'on n'a pas souhaité faire, en fait. Typiquement, ce genre de choses-là. Quand on est dans le support, quelle est la personne la plus efficace pour certains types de tâches? Alors, on commence à arriver dans le classement un petit peu de ses salariés, de ses collaborateurs. Et nous, c'est des choses sur lesquelles on ne va pas, on va dire, ça c'est notre éthique, mais elle est personnelle, elle n'est pas encadrée. Et ces réglementations européennes, justement, sont très intéressantes, notamment parce qu'il va permettre de classer, de devoir documenter ces éléments-là et d'apporter un engagement en tant que spécialiste de la donnée. Et pour autant, d'un point de vue efficacité d'une organisation, effectivement, ça pourrait être légitime ou considéré comme étant légitime de sélectionner enfin, quelque part pour intervenir sur une tâche très simple. C'est dommage de brûler du temps d'expert parce que effectivement, le gars, il a 30 ans d'expérience et voilà. Mais effectivement, et là, on touche des points d'éthique. Alors, ce qui est marrant avec l'éthique, hein, c'est un vrai sujet. Déjà, elle est toute personnelle et même au-delà de ça, elle est très culturelle. Donc, chaque État a un peu sa propre éthique. Un truc qui me fait sourire, c'est que tous les États se rejoignent sur le droit des enfants. Et en fait, une des tendances de réflexion sur les groupes de réflexion là-dessus, c'est de dire, eh ben, si c'était un enfant, est-ce que ce serait tolérable en France, en Chine, etc. Et là, toutes les cultures se retrouvent un peu dès qu'on touche un enfant. Alors, donc voilà. C'est intéressant ce que tu dis. C'est bien, mais c'est intéressant ce que tu dis. On a une question sur le chat. Donc, la question, c'est as-tu une démarche type permettant d'évaluer facilement si une entreprise peut raisonnablement envisager de rentabiliser ou pas une solution d'IA, par exemple chatbot ou autre? Alors, ça, c'est très compliqué. Quand on vend de l'IA, on vend de l'incertitude, en tout cas au début du projet. Voilà. Il y a une vraie question de compréhension de la maturité par rapport à la data de nos clients. Alors, il y a un dispositif qui est intéressant qui s'appelle Diagnostic Data IA qui permet de faire financer 50% de cette première prestation par la BPI, qui permet de lever beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de risques. On n'a pas une grille automatique. Alors, bien entendu, ça va être discussion avec le DSI, comment la donnée est structurée. Le but du jeu, c'est de retrouver de la variété et de la richesse dans les informations, dans leur structure et dans leur contenu. On n'a pas de grille toute faite et c'est compliqué tout de suite dans la construction du projet de trouver de la valeur. Ensuite, c'est en travaillant avec le client, en auditant un peu le service qui va être impacté par l'IA, on va calculer, on va mettre en place des KPI pour mesurer la performance et la valeur de l'IA. Ça ne sert à rien de développer un algorithme qui va coûter X dizaines de milliers d'euros pour un résultat qui n'est pas mesurable ou qui n'est pas intéressant. Pour le chatbot, c'est très différent puisqu'on arrive c'est plus simple à quantifier. C'est des projets qui sont en général plus simples puisque là, on va dire, j'ai tant d'appels téléphoniques que je veux économiser. J'ai tant, tu parlais d'experts, on a évoqué l'INPI, qui est un de nos clients de référence rapidement tout à l'heure. Eux, ils avaient un service après-vente un support technique qui était géré par des experts du droit de la propriété intellectuelle et industrielle, et qui était harcelé de questions du type: j'ai perdu mon mot de passe, comment est-ce que je recrée mon mot de passe? C'est dommage de faire perdre du temps à un bac+4, bac+5 qui a sûrement de valeur très importante pour protéger l'innovation française, pour protéger la propriété industrielle, et de lui imposer
de répondre 10 fois, 15 fois, 20 fois par jour à comment est-ce que je crée un compte, pourquoi mon mot de passe, il y a plus de 8 caractères. Donc ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles dès le début du projet à quantifier et à estimer. J'ai deux, trois commentaires par rapport à ça. Donc, quelque part, c'est quand même une bonne surprise que l'humain parfois surpasse la machine sur les résultats des programmes d'IA. C'est aussi la beauté de l'IA, c'est qu'en fait, j'ai vu des projets où on pensait que, notamment sur de la maintenance prévisionnelle de machines ou de l'optimisation de processus, j'ai vu quelques projets, enfin quelques dizaines de projets, où effectivement, après avoir regardé toutes les données, tourné plein de modèles d'IA divers et variés, on se rendait compte que le technicien, il avait quand même un gros savoir-faire. Donc, c'est plutôt encourageant, je trouve. Donc voilà. Oui. Et effectivement, on sait si l'IA va réellement apporter quelque chose après avoir regardé les données, après avoir prototypé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette démarche itérative. Et je pense qu'il ne faut pas se lancer dans un projet d'IA à cramer tout de suite des centaines de milliers d'euros. Effectivement, il faut itérer avec des entreprises comme Inceptive, justement pour vérifier le ROI que vous allez obtenir de ces choses-là. Et le dernier commentaire, donc effectivement, tu as mentionné le Diag Data IA, devrait se transformer prochainement. Alors, ça fait 3 ans que l'État dit qu'ils vont transformer le Data IA, mais là, ça a l'air d'être imminent, mais on n'a toujours pas de date. Ce programme, il va s'appeler IA Booster. Et donc, le Diag Data IA, il était juste dans l'étude de faisabilité. IA Booster reprend la partie étude de faisabilité, mais également va l'étendre à une étude de mise en place et de déploiement massif, donc avec des aides un peu graduelles. On est sur quelques dizaines de cas sur l'étude de faisabilité, on est dans la centaine de cas sur la réalisation de la solution, et on est plutôt sur 1 million ou plus sur le déploiement massif dans l'entreprise, qui couvrira y compris la transformation de l'entreprise induite par rapport à ces outils-là. C'est une bonne nouvelle pour nos activités. C'est vraiment, alors dans son état actuel, et effectivement, ça fait quelques temps qu'on entend parler que c'est des dispositifs qui vont évoluer, c'est vraiment quelque chose qui permet de… j'ai une slide, je ne sais pas si je vais la récupérer ici, qui est là. C'est vraiment le tout début d'un projet. Voilà. On se trouve vraiment là, on a feuille de route globale ciblée. C'est vraiment cette première partie dans un cycle de création et de modification de son entreprise grâce à l'IA. C'est vraiment un dispositif qui est super efficace, qui permet d'avoir une feuille de route, qui permet d'avoir un état de l'art et qui permet de confronter une réalité entrepreneuriale avec un état de l'art et de voir ensuite ce qu'on est capable de faire. Dans certains cas, ça va être juste, on ne peut pas le faire pour l'instant, il faut mieux collecter les données, il faut changer quelques processus métiers et on se revoit dans 1 an, on se revoit dans 6 mois, ça dépend du rythme de l'entreprise. Mais c'est vraiment quelque chose qui donne confiance aussi et c'est un dispositif que nous, on trouve très, très efficace pour la qualité des projets qui vont être menés après. Une autre question, est-ce que les techno blockchain sont également envisagés en lien avec ces solutions, par exemple pour apporter des garanties en matière de transparence sur lesquelles tu as insisté, ou est-ce une mauvaise piste? Alors, je ne suis pas du tout un expert de la blockchain, si ce n'est des généralités que je vais éviter de vous assommer avec ça aujourd'hui. Ça peut être effectivement dans la façon dont on nourrit une intelligence artificielle, la blockchain peut me sembler intéressante pour justement ajouter cette transparence sur ce qui va rentrer peut-être comme point d'entrée dans la création de l'IA ou comme point d'exploitation de l'IA après. Ça peut être effectivement un point d'intérêt. Nous, on n'a jamais travaillé directement avec des projets de blockchain, même jamais des sujets qui nous intéressent pour notre culture générale. Mais effectivement, la blockchain permet la transparence. Là où il n'y a pas de confiance, elle va mettre de la transparence. Moi, c'est la chose qui m'intéresse dans la blockchain. Donc, pourquoi pas? Ça pourrait être dans certains cas des choses intéressantes à étudier. Merci. En attendant peut-être d'autres questions dans le chat, Antoine, tous les exemples que tu as montrés aussi faisaient état que tout reposait sur la qualité de la donnée en entrant. J'ai compris qu'il y avait des grosses phases de clean-up ou d'analyse de ces données. Tu saurais donner un pourcentage moyen de ce que ça représente, le data management dans un projet d'intelligence artificielle? En ordre de grandeur, quand on est du 50-50 par rapport au développement et au déploiement du modèle. Je dirais entre 20 et 30, entre 15 et 30. Un tiers du projet, quoi.
Ok. Ouais, ça peut vite être un tiers du projet. Il y a le premier point qui souvent nous a étonné au début de notre jeune activité, c'était la complexité. On a une vision forcément simple des choses quand on ne connaît pas les choses. Et on avait une vision simple de nos clients. Et puis quand on a commencé à vouloir travailler sur leur système d'information, sur les données dont on avait besoin pour faire nos premiers modèles, on a eu des vraies discussions riches avec des gens de DSI qui géraient des bases de données, qui géraient des systèmes informatiques pour arriver à simplement pas casser les silos, mais à se mettre au-dessus, à récupérer les informations dont on avait besoin. Donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur c'est ce que j'ai dans la dernière slide, sur la collecte de la donnée. Et ensuite, alors on a des outils qui nous permettent de gagner du temps aujourd'hui. J'ai évoqué notre petite application Igloo dans laquelle il y a une partie studio qui nous permet très vite de faire de la fouille de données, qui nous permet de faire de la détection de points aberrants, qui permet de tout de suite avoir une idée, est-ce que la donnée est de qualité? Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent au sein du jeu de données, au sein des jeux de données, parce que souvent c'est plusieurs jeux de données. Donc on va assez vite sur ça aujourd'hui. Par contre, il y a un vrai, c'est un point qu'on évoque à nos clients avant un projet, on va vous demander du temps pour nous collecter la donnée dont nous avons besoin pour travailler. Ok, je reviens peut-être sur un dernier concept, donc effectivement qui me tient à cœur en plus. L'IA ne se déploiera pas sans donner confiance. Donc effectivement, il y a une partie expliquons ce que fait cet outil qui semble magique. Il y a un côté que tu as mentionné sur l'équilibrage des datasets en entrée pour éviter les biais de données. Aujourd'hui, il y a très peu de solutions qui permettent justement d'ouvrir la boîte noire d'intelligence artificielle. Parce que si je résume, c'est comme ça que je le conceptualise dans ma tête, hein, c'est de me dire, c'est un système qui apprend à partir de certaines données, mais du coup, nous, humains, on ne peut pas suivre ce raisonnement parce qu'on n'apprend pas du tout de la même façon. Et la meilleure illustration de ça, hein, quand on prend du deep learning sur une IA qui cherche à reconnaître des images de chiens ou de chats, si on l'ouvre après la 3e ou 4e itération de son réseau neuronal, on regarde la représentation du chat tel qu'il l'a. Nous, on ne voit pas un chat, on voit des vagues carrées, etc. Donc, aujourd'hui, est-ce que dans les modèles de données, d'IA que tu utilises, est-ce qu'on peut ouvrir la boîte noire pour effectivement arriver à expliquer le raisonnement à la personne qui émettrait des doutes? Comme tu dis très justement, il y a les technologies qui vont être utilisées pour créer ces IA, pour créer ces modèles de machine learning, d'apprentissage automatique. Certaines sont par essence même pour nous inexplicables. C'est-à-dire qu'on peut comprendre des données en entrée, on peut comprendre des données en sortie, mais à un moment donné, même si on travaille sur la transparence, même si on travaille sur comment il nourrit et comment il est entraîné, comment il nourrit le modèle d'IA, à un moment donné, le cœur de la décision, on ne peut pas. Ça pose là aussi des problèmes de transparence et d'éthique, puisqu'à un moment donné, on ne peut pas expliquer pourquoi la décision a été prise. L'exemple que je donne souvent quand on me demande de définir un petit peu ce que c'est que le machine learning, j'explique que quand un informaticien classique écrit un programme, il va définir il va comprendre des règles, il va définir des règles et il va les formaliser dans un langage informatique, quel qu'il soit, et le faire exécuter par un ordinateur. Là où l'intelligence artificielle est intéressante, c'est quand on n'arrive pas à définir ces règles, justement. Si jamais on demande, ton exemple du chat et du chien, d'avoir deux groupes de personnes qui vont écrire les règles de ce qui définit des photos de chat, ce qui définit des photos de chiens, on va se retrouver avec finalement les mêmes descriptions. Ça a des petites oreilles pointues, des yeux mignons et des pattes, et 4 pattes. Et puis voilà. Et donc, là où l'IA est super intéressant, c'est que, là, tu parlais de réseau de neurones tout à l'heure, c'est des technologies qui vont elles-mêmes trouver les règles. On va leur montrer des exemples et le système va trouver les règles. Donc, nous, on considère qu'on a une grande responsabilité pour ce genre de technologie-là de mettre les bons exemples, pas mettre de hérisson au milieu, pas mettre de girafe, parce que là, ça ne fonctionnerait plus à ce moment-là. L'IA serait de moins forte qualité. Plus sérieusement, il y a un vrai travail pour nous. On a une responsabilité sur le travail en amont, que tu évoquais tout à l'heure, de consolidation de la donnée et de ne pas injecter de biais, de ne pas injecter de choses qui n'ont pas de valeur en fait, ou qui vont venir parasiter l'IA. Et ensuite, dans le choix des technologies, il y a effectivement des choses simples aujourd'hui, un peu anciennes. On n'a pas forcément toujours besoin d'avoir des gros réseaux de neurones pour faire des choses simples en IA. Voilà. Il y a des technologies. Alors moi, je ne suis pas ingénieur et j'évite de faire du name dropping de technologies que je ne maîtrise pas complètement. Typiquement, il y a des forêts d'arbres de décision, des choses assez classiques où on peut, alors c'est compliqué, mais on peut à un moment donné, si on doit le faire, expliquer pourquoi la décision a été prise, celle-là. Voilà. Mais c'est passionnant. Alors aujourd'hui, il y a des grands enjeux, il y a des laboratoires de recherche universitaires qui travaillent sur ces questions-là, sur l'explicabilité de l'IA, et c'est un sujet qui est passionnant, mais voilà, quand on utilise une brique technologique comme ça, on explique aux clients, à partir d'un moment donné, on ne pourra plus vous expliquer certaines choses. Voilà. Ok.
sais pas si j'étais clair dans ma réponse. Si, c'est une bonne nouvelle aussi qu'il y ait du travail, qu'on n'ait pas tout inventé, et que ça laisse un peu de travail à nos chercheurs. C'est aussi une excellente nouvelle de la journée. On arrive au bout de la session. Écoute, je te remercie énormément, Antoine, de cette présentation. Merci à vous d'avoir placé votre intérêt sur ces sujets-là. Et puis le prochain, j'ai plus la date en tête. En général, on essaye de faire tous les débuts de mois. Donc ce sera probablement début mai. On va essayer de le placer entre les ponts pour faire bien. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée et bon lundi de Pâques, du coup. Merci à toi, Philippe. Bon week-end à Au tous. revoir. Bonne semaine.